Dossier numéro 3, on va aborder un petit peu les tumeurs cutanées, qui est un grand chapitre de dermatologie pour le NC. Vous voyez pour la première fois un homme de 65 ans de phototype clair qui vous consulte à la suite d'une émission de télévision sur les grains de beauté. Donc le patient vient en consultation pour faire son check-up, son bilan grains de beauté. Qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire? Première question. Évidemment, vous allez toujours interroger votre malade, quelle que soit votre spécialité en médecine, vous interrogez votre malade avant de se jeter sur lui pour l'examen clinique. D'accord? Donc avant de le déshabiller entièrement nu, vous lui posez des questions. Premièrement, sur ses antécédents. A-t-il déjà eu l'exérèse de grains de beauté ou de cancer de la peau, notamment de mélanome, d'accord, de lésions pigmentées? Un malade qui a déjà eu un mélanome est plus à risque d'en avoir un autre. D'accord. Deuxièmement, les antécédents familiaux. Quand on a eu des cancers de la peau, notamment des mélanomes dans la famille, on est plus à risque d'avoir un mélanome. A-t-il eu d'autres cancers? Il y a des associations de cancers cutanés avec des cancers ovariens, digestifs, pancréatiques. Deuxièmement, ses habitudes d'exposition solaire. Évidemment, un sujet qui a vécu dans des pays tropicaux, souvent exposé au soleil, sans se protéger, avec beaucoup de coups de soleil, des flictènes, des cloques, est plus à risque de faire un mélanome. C'est que le mélanome est favorisé principalement par l'exposition aux rayons ultraviolets. D'accord. Donc toutes ces questions sont importantes à poser. Troisièmement, comment bronze-t-il? On n'a pas tous le même type de peau. Un sujet à peau noire, à peau pigmentée, phototype foncé, est moins à risque d'avoir un mélanome qu'un sujet roux aux yeux bleus avec plein de taches de rousseur, même si le mélanome chez le sujet noir existe, et d'ailleurs parfois plus agressif. Sa profession, a-t-il un métier qui l'expose aux rayons ultraviolets, et prend-il des médicaments immunosuppresseurs qui peuvent favoriser les pathologies tumorales cutanées? Voilà comment on conduit un interrogatoire d'un tel patient. On me demande si la classification des phototypes est à connaître. En pratique, elle est assez subjective. Sachez qu'il y a 5 types de phototypes, ça va de 1 à 5. 1, c'est le sujet blond ou à peau très claire avec des taches de rousseur, des éphélides et aux yeux bleus. Le phototype 5, c'est le sujet à peau noire. Et entre les 2, 3, 4, ce sont les phototypes intermédiaires. Le sujet plutôt d'origine méditerranéenne, par exemple Italie du Sud, Afrique du Nord, va être plutôt phototype 4. Le sujet plutôt scandinave, plutôt phototype 1, 2. 3, c'est à peu près tout ce qui est intermédiaire. Donc sachez que ça existe. Maintenant, on ne vous demandera pas sur une photo de dire de manière tranchée c'est tel ou tel phototype. D'accord. Un phototype, ça s'apprécie d'une part cliniquement en voyant le malade, mais aussi en le questionnant sur sa façon de bronzer. D'accord. Un malade qui dit ma peau bronze très vite au soleil, c'est un phototype plutôt avancé, enfin élevé. S'il a une peau qui rougit facilement au soleil, c'est pas forcément, c'est plutôt un phototype 1-2. Je vous dis que sur le dos du patient, il y a un nodule pigmenté d'1 cm de diamètre. Il y a des plaques érythémateuses de petite taille rugueuses du cuir chevelu et du dos des mains. Je vous demande vos hypothèses pour les lésions cutanées de ce patient. On va commencer pour la lésion pigmentée. D'accord. Pour vous, le jour de l'ENC, une lésion pigmentée, il n'y a pas 36 000 diagnostics. Pour un dermatologue, chevronné ou non, il y a plusieurs diagnostics. Mais pour vous, une lésion pigmentée, c'est premièrement une tumeur névique. Une tumeur névique qui peut être bénigne, le névus ou grain de beauté. Deuxièmement, maligne, mélanome. Deuxièmement, vous avez des lésions cutanées pigmentées qui sont tout à fait bénignes, qui surviennent chez les sujets âgés, situées sur les zones séboréiques du tronc, médio-thoracique, médio-dorsal, qu'on appelle les verrues ou kératoses séboréiques, qui prennent souvent un aspect pigmenté qu'on peut parfois confondre avec des grains de beauté et des névus. Troisièmement, vous avez des petites lésions cutanées fibreuses qui ont la consistance d'une lentille sur la peau, qui surviennent souvent à l'âge jeune adulte, surtout sur les jambes, qu'on appelle des histiocytofibromes. C'est pigmenté, c'est rarement très noir, mais c'est parfois brun. Consistance de lentilles sous la peau. Histiocytofibrome. Vous avez deux autres diagnostics, un carcinome basocellulaire tatoué. Vous devez connaître ce que c'est qu'un carcinome basocellulaire. Ils peuvent être pigmentés, tatoués de mélanine. C'est une forme sémiologique particulière qu'on peut confondre avec qui prend un aspect d'une lésion pigmentée. Enfin, un angiome, notamment quand il est thrombosé, prend un aspect noir, pigmenté, qu'on peut confondre de loin, surtout si on ne regarde pas avec la loupe, avec une lésion pigmentée, névique. Donc pour vous, une lésion pigmentée, 5 diagnostics. Prolifération névique bénigne ou maligne, histiocytofibrome, verrue séboréique, angiome thrombosé, carcinome basocellulaire tatoué. Pour les lésions du dos des mains, c'est les lésions papuleuses, rugueuses, infiltrées, situées sur des zones photoexposées, cuir chevelu dos des mains, c'est ce qu'on appelle des kératoses actiniques ou préépithéliomateuses.
Ça correspond histologiquement à des petites atypies cellulaires dans les kératinocytes induites par les rayons ultraviolets qui prennent cet aspect rugueux. Il faut les traiter car il y a un risque, en les laissant évoluer des mois et des mois, voire surtout des années, de transformation en carcinome épidermoïde. Donc vraiment, kératose actinique, kératose préépithéliomateuse, c'est tout à fait synonyme. La lésion du dos a une pigmentation névique hétérogène et irrégulière. Donc je vous dis, c'est un névus, enfin, c'est une lésion mélanocytaire, on va dire. Le reste de l'examen clinique est normal. Quelle est votre attitude pour cette lésion pigmentée? Vous êtes devant une lésion pigmentée, d'allure mélanocytaire, puisqu'on vous dit qu'il y a un réseau névique. D'accord. Irrégulière, l'indication chirurgicale est formelle. Il faut retirer dans un délai rapide, puisque vous suspectez un mélanome. Le but, c'est d'éliminer un mélanome, qui est une tumeur cutanée grave, qui peut mettre le pronostic vital en jeu pour le patient. Donc l'exérèse doit être fait rapidement, dans un délai d'une semaine. Il ne s'agit pas de laisser partir le patient 3 mois en vacances. Exérèse complète de la lésion, avec des marges de 2 mm, qui sont les marges qu'on préconise pour un névus. On envoie la pièce en anatomopathologie, évidemment, sous anesthésie locale. Ça se fait sous locale très facilement, ça prend 10-15 minutes. On me demande pourquoi on ne biopsie pas. Pourquoi on ne biopsie pas une lésion mélanique? J'ai envie de dire, la réponse va venir de les réponses qui viennent. On peut être amené très rarement à biopsier une lésion mélanique de grande taille, notamment tout ce qui est névus congénital géant, pour lequel la sanction cicatricielle, en cas d'exérèse complète initiale, serait trop importante. Le but de l'exérèse d'un névus, c'est d'analyser la totalité de la lésion, afin de voir l'épaisseur en cas de pathologie tumorale maligne, puisqu'on va voir que l'indice de Breslow ou épaisseur tumorale maximale est l'indice pronostique majeur dans le mélanome. On vous dit, question 4, que l'examen ANAPAT confirme le diagnostic de mélanome. Quels sont les deux éléments que le compte-rendu histologique doit comporter et pourquoi? La classification AJCC 2001 de mélanome pronostique montre que plus le Breslow, c'est-à-dire l'épaisseur tumorale maximale, est élevée, plus il y a un risque que votre patient soit mort à 5 ans. Donc la survie à 5 ans est plus basse quand le Breslow monte. Donc l'indice de Breslow, premier indice, et le deuxième indice, c'est l'existence d'une ulcération histologique. L'ulcération histologique, c'est une érosion, une mise à nu de l'épiderme qu'on peut voir cliniquement, mais pas forcément. Et il a été montré qu'à Breslow égal, les gens qui ont un mélanome ulcéré ont plus à risque de rechute et ont une survie à 5 ans plus faible que les patients qui ont le même Breslow mais non ulcéré. On vous dit parfois l'indice de Clark est important. Oui, je vous en demandais 2, donc il me fallait sortir Breslow et ulcération, car ce sont les deux qui sortent dans la classification AJCC, dans la conférence de consensus. Mais l'indice de Clark, il est corrélé au Breslow. On va voir que le Breslow est très important, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas biopsier une lésion pigmentée, puisque si on vous répond sur une biopsie mélanome, on va vous dire l'épaisseur sur la biopsie, mais rien ne vous dit que l'épaisseur tumorale restante sur la peau du malade, puisque vous n'avez fait qu'une biopsie et pas tout retiré, n'est pas plus importante. Et on va voir que ça conditionne aussi le traitement et les marges d'exérèse de reprise. L'épaisseur de la tumeur est à 2,1 mm. Précisez votre bilan et le traitement de cette tumeur. Je vous fais un petit aparté sur la conférence de consensus sur le mélanome. La conférence de consensus sur le mélanome, qu'est-ce qu'elle dit? Premièrement, retenez qu'il y a des mélanomes qu'on dit fins, c'est-à-dire inférieurs ou égal à 2 mm à condition que ce soit non ulcéré, inférieur ou égal à 1 mm, inférieur ou égal à 2 mm non ulcéré, ou inférieur ou égal à 1 mm ulcéré. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les mélanomes fins, pour lequel le bilan d'extension va être uniquement clinique. Et la conférence de consensus dit qu'il n'y a pas d'indication à faire autre chose qu'un examen clinique, pas de biologie systématique hors point d'appel, pas de bilan morphologique hors point d'appel. Deuxième groupe de mélanomes, les mélanomes que j'appelle les mélanomes épais, strictement supérieurs à 2 mm non ulcérés, strictement supérieurs à 1 mm ulcérés. Ces mélanomes épais, la conférence de consensus dit que le bilan doit être premièrement clinique, et deuxièmement, on peut proposer, et c'est optionnel, une échographie ganglionnaire de l'aire de drainage pour augmenter la sensibilité de dépistage d'une métastase ganglionnaire que votre main n'aurait pas palpée à l'examen clinique. Troisièmement, vous avez des mélanomes avec atteinte ganglionnaire, pour lequel il faut un examen clinique
et un examen d'imagerie type scanner corps entier ou PET scan. Et à part, il y a le groupe des mélanomes stade 4 métastatiques qu'on traite par chimiothérapie, c'est un cas particulier. Donc là, vous êtes devant une tumeur de 2,1 mm, je vous demande le bilan. On est devant un mélanome qui est épais, d'accord ? La conférence de consensus le dit et le répète, la clinique est primordiale. C'est-à-dire que l'examen clinique, la main et l'inspection va dépister la grande majorité des récidives ou d'extension de votre mélanome. Donc il faut inspecter votre malade entièrement dévêtu, nu, on retire les sous-vêtements, on regarde bien les plis, les muqueuses, les cuirs chevelus, les ongles, les fanères, toute la peau, tout le revêtement cutané. D'accord ? On cherche d'autres mélanomes, des lésions métastatiques sous-cutanées en transit. On cherche d'autres cancers cutanés, des basos, des épidermoïdes, puisqu'un patient qui a un mélanome est plus à risque d'avoir d'autres tumeurs cutanées. On palpe toutes les aires ganglionnaires en insistant sur les aires ganglionnaires de drainage. On écoute le cœur, le poumon, on palpe le foie, la rate, on fait un examen neurologique. Voilà. Mais retenez que la grande majorité des récidives ou de l'extension d'un mélanome sera accessible à la clinique, c'est-à-dire que le mélanome de l'orteil qui donne 2 mois après ou d'emblée les métastases cérébrales, ça n'existe pas. Ça va d'abord être une récidive locale, des lésions en transit, puis le ganglion, etc. etc. Le bilan, je vous l'ai dit, donc il est clinique. En biologie, la conférence de consensus le dit, elle le répète, pas de biologie hors point d'appel. Au niveau morphologique, on était devant un mélanome épais. On pouvait proposer une échographie ganglionnaire de l'aire de drainage. Quand on est devant un mélanome du dos, on pose la question où faire l'échographie, quel est le territoire de drainage d'un mélanome du dos. Ça peut être en axillaire ou en inguinal, on ne peut pas prédire. Autant un mélanome du membre supérieur, ce sera axillaire, autant un mélanome du membre inférieur, ce sera inguinal, autant un mélanome tête et cou, ce sera cervical, autant un mélanome tronc, thorax ou dos, ce sera axillaire ou inguinal. Il n'y a pas d'indication à faire une radiographie thoracique, une échographie abdominale, comme beaucoup proposent souvent parmi les étudiants. Ça, la conférence de consensus le dit, il n'y a pas d'indication à faire ces 2 examens d'imagerie. S'il y a une échographie à faire, c'est une échographie ganglionnaire de l'aire de drainage. Quel est le traitement de cette tumeur? Voilà, deuxième sous-question dans cette question. La conférence de consensus, je vous en fais un rappel. Qu'est-ce qu'elle dit sur le traitement adjuvant du mélanome? Le meilleur traitement, ce qui améliore la survie des patients, c'est la reprise chirurgicale avec examen anapathe. La reprise chirurgicale, ça consiste à aller prendre en profondeur tout l'hypoderme et latéralement, jusqu'à l'hypoderme, des marges de sécurité en centimètres qui vont dépendre du Breslow. Donc latéralement, avec des marges de sécurité de l'ordre de quelques centimètres, on va voir les détails. En profondeur jusqu'à l'aponévrose, donc on retire tout l'hypoderme, on examine la pièce en anapathe. Quelles sont les marges préconisées? Vous êtes devant un mélanome in situ, c'est-à-dire un mélanome qui est strictement intraépidermique pour lequel il n'y a pas de Breslow. D'accord ? 5 mm de marge latérale. Deuxièmement, vous êtes devant un mélanome de moins de 1 mm, inférieur ou égal à 1 mm. Il faut des marges de 1 cm latérales en profondeur jusqu'à l'aponévrose. Strictement supérieur à 1, inférieur ou égal à 2 mm, il faut 1 à 2 cm de marge latérale, au mieux 2, au pire 1 cm. Entre 2 et 4 mm de Breslow, il faut 2 cm de marge. Strictement supérieur à 4 mm de Breslow, il faut 2 à 3 cm de marge en fonction des possibilités chirurgicales, au mieux 3 cm, au pire 2 cm. Et cette reprise, elle est vraiment impérative, c'est ce qui améliore la survie à 5 ans de vos patients. Vous n'avez pas le droit de laisser le choix au malade. Donc il fallait proposer dans ce cas-là une reprise chirurgicale avec examen anapathe, avec des marges latérales de 2 cm, en profondeur jusqu'à l'aponévrose, examen de la pièce en anapathe. Vous devez avoir notion de ce qu'est la technique du ganglion sentinelle. La technique du ganglion sentinelle, elle peut être indiquée, mais elle n'est à ce jour qu'optionnelle, dans les mélanomes de plus de 1 mm et ou ulcérés, afin de dépister précocement une micrométastase ganglionnaire de mélanome. Il s'agit de faire une scintigraphie avant la reprise, injecter un marqueur bleu et radioactif dans la cicatrice, faire la reprise, prendre un grand cliché scintigraphique, voir où ça se fixe, où se situe le ganglion sentinelle, le prélever, l'analyser. Premier cas de figure, le ganglion sentinelle est négatif. Vous pouvez dire à votre patient, monsieur, le premier relais ganglionnaire n'a pas été atteint par le mélanome. Il faut cependant bien vous surveiller régulièrement. Maintenant, il y a des patients chez qui le ganglion sentinelle est négatif qui vont quand même rechuter des années après, voire des mois après. Deuxième possibilité, le ganglion sentinelle est positif. Vous devez dire à votre malade, il y a une micrométastase ganglionnaire de mélanome.
il faut faire un curage ganglionnaire de l'ensemble de l'aire de drainage, braquer tous les ganglions de la chaîne ganglionnaire. C'est un mélanome donc de moins bon pronostic qui risque également de récidiver. La technique du ganglion sentinelle aujourd'hui n'a pas montré la preuve de son efficacité en termes de diminution de survie à 5 ans. Cependant, elle est pronostique, c'est-à-dire qu'un ganglion sentinelle positif, le patient a 30 à 40% de survie à 5 ans. Si le ganglion sentinelle est négatif, le patient a 90% de survie à 5 ans. Vous devez aussi connaître les indications du traitement par interféron alpha. L'interféron alpha il est indiqué dans les Breslow de plus de 1,5 mm et ou avec atteinte ganglionnaire. Il est optionnel également parce que c'est un traitement mal toléré et qui n'a pas formellement fait preuve de son efficacité. Il est encore cependant l'AMM dans le mélanome. Question numéro 6. Quelles sont les mesures préventives à prendre chez ce patient? Je reviens à la conférence de consensus. Elle détaillait, je vous ai expliqué en quoi elle a détaillé quel bilan faire, les marges d'exérèse, de reprise chirurgicale. Et troisièmement, elle précise les modalités de suivi. Le suivi d'un mélanome, il va être, on l'a vu, essentiellement clinique. Comme le bilan d'extension est clinique, le suivi va être essentiellement clinique. D'accord ? La fréquence va être la suivante. Pour les mélanomes fins, c'est tous les 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans à vie. Pour les mélanomes épais, tous les 3 mois pendant 5 ans, puis tous les ans à vie. Au début, les 5 premières années très rapprochées. Pourquoi? Afin de dépister une récidive précoce du mélanome. Cependant, après, on espace, même si le risque de récidive n'est jamais nul, on espace pour dépister éventuellement d'autres tumeurs associées, d'autres mélanomes ou d'autres tumeurs induites par les UV. Donc la surveillance chez ce patient ayant un mélanome épais va être tous les 3 mois pendant 5 ans, puis tous les ans à vie. Elle va être clinique essentiellement selon les mêmes modalités que tout à l'heure. Tous les 3 mois, en consultation, patient entièrement dévêtu, de la tête aux pieds, on regarde bien toute la peau, tous les plis, les muqueuses, les ongles, le cuir chevelu, les cicatrices, les aires ganglionnaires, l'examen général. Pas de biologie hors point d'appel, pas d'examen morphologique hors point d'appel, cependant l'échographie ganglionnaire peut être répétée une fois sur deux, une visite sur deux, c'est-à-dire tous les 6 mois, les 5 premières années, afin d'augmenter le dépistage d'une métastase ganglionnaire qui serait passée inaperçue à la main de l'examinateur. 3 éléments essentiels quand vous surveillez un patient atteint de mélanome. Premièrement, l'autosurveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites au patient, on se revoit dans 3 mois, mais au moindre doute avant, vous regardez une fois par mois s'il n'y a pas un nouveau grain de beauté qui accroche l'œil ou qui a une couleur particulière, un nouveau qui sera apparu, un qui a changé d'aspect rapidement sur quelques semaines, quelques mois, ou un qui saute aux yeux, qui est un petit peu le vilain petit canard parmi vos grains de beauté. Au moindre doute, vous revenez avant les 3 mois. Premier point important, l'autosurveillance. Deuxièmement, la photoprotection. Protection contre le soleil. On évite de s'y mettre aux heures chaudes de la journée. On met une crème solaire à renouveler toutes les 2 heures. Chapeau, lunettes de soleil, casquette. On se protège soi-même et sa famille également, puisque les familles partagent souvent les mêmes habitudes d'exposition solaire. Et troisièmement, l'enquête familiale. Quand il y a eu un mélanome dans la famille, on est plus à risque d'avoir un mélanome. Le risque à ce jour, je ne suis pas capable de vous le quantifier, mais il y a des familles à mélanome. Donc il faut que tous les apparentés au premier degré, parents, frères et sœurs, enfants, voient en consultation un dermatologue pour une consultation spécialisée axée sur les grains de beauté, en précisant qu'il y a eu un antécédent familial de mélanome pour un examen donc dédié aux grains de beauté. Donc vraiment, j'insiste, autosurveillance, photoprotection, enquête familiale, c'est 3 éléments très importants qui doivent apparaître dans un dossier de mélanome, de traitement et surveillance dans un dossier de mélanome. J'avais rajouté la cryothérapie, c'est-à-dire le traitement par azote liquide sur les lésions verruqueuses du dos des mains et du cuir chevelu, qui sont des kératoses actiniques, puisque je vous ai dit que ces lésions, si on les laisse traîner, peuvent se transformer en carcinome épidermoïde. C'est bien pour vous montrer que on peut avoir la coexistence chez un même patient de plusieurs pathologies tumorales.